ce matin avec vous pour vous parler de parodontologie, effectivement, c'est-à-dire les tissus qui soutiennent, entourent les dents et les relient aux mâchoires, et également de chirurgie bucco-dentaire. On a peu de temps, le temps était un petit peu comprimé, donc on ne va pas pouvoir parler de tout, bien entendu, mais je vais essayer de vous faire un petit exposé rapide de l'état actuel de la parodontologie, de la chirurgie bucco-dentaire. Alors la parodontologie, qu'est-ce que c'est? Ce sont des affections qui affectent donc, bien entendu, le parodonte, donc les tissus de soutien des dents, la gencive, mais derrière la gencive, l'os alvéolaire, l'os parodontal qui relie les dents à la mâchoire. On voit ici une situation où il commence à y avoir un petit peu d'inflammation de la gencive liée à l'accumulation tout simplement de plaques bactériennes, donc l'accumulation de bactéries essentiellement entre les dents, cette accumulation de bactéries se produisant sous un délai, à partir d'une dent parfaitement propre, sous un délai environ de 24 à 36 heures. On voit qu'il y a déjà un petit peu d'inflammation, c'est une inflammation qui est tout à fait superficielle, limitée à la gencive. On va donc parler de gingivite. Au stade de gingivite, tout est parfaitement réversible. La problématique, c'est quand on laisse progresser cette pathologie et qu'on laisse s'accumuler davantage de bactéries, on va passer à un stade ultérieur. Vous voyez qu'il y a davantage d'inflammation ici, même si le projecteur est un petit peu trop saturé. On voit que les papilles gingivales entre les dents ne sont plus du tout effilées, pointues, mais sont maintenant gonflées et dilatées. Et on commence à avoir, sous la gencive, une atteinte osseuse. On est passé ici au stade de parodontite. La parodontite étant vulgairement ce que l'on appelle le déchaussement des dents. Cette parodontite est une pathologie extrêmement fréquente puisque, bien entendu, la plaque bactérienne se développe dans la bouche de chacun sous un délai donc très court, comme je vous l'ai dit, et que malheureusement, dans nos populations, en tout cas d'Europe occidentale, l'utilisation quotidienne de moyens de nettoyage entre les dents reste malheureusement extrêmement limitée. Le fil dentaire, les petites brossettes entre les dents. Or, c'est entre les dents que s'accumulent la plupart des bactéries qui vont provoquer cette perte osseuse. À partir de là, eh bien, donc, on a le stade de gingivite, on a le stade de parodontite. L'issue, en réalité, c'est celle-ci. C'est une destruction totale, donc une colonisation progressive de la surface de la racine par les bactéries d'origine buccale, donc les bactéries de la salive qui vont progresser le long des racines, et une destruction progressive de l'os de soutien des dents jusqu'à la perte de l'organe dentaire. Il s'agit en fait d'une pathologie qui démarre vraiment avec l'accumulation, ici on a une coupe schématisée de l'émail, de la racine, de la gencive et de l'os parodontal en dessous. On a une accumulation de plaques bactériennes au-dessus de la gencive avec induction donc d'une légère inflammation. Cette inflammation s'accompagne immanquablement de l'arrivée d'un infiltrant inflammatoire et les réactions tissulaires que l'on va avoir, c'est une destruction progressive du collagène épithélial qui se réduit en densité à cause des enzymes protéolytiques libérées notamment par les polynucléaires neutrophiles qui arrivent là-bas, donc les cellules inflammatoires, et avec une souffrance progressive de l'épithélium, ce qu'on appelle l'épithélium de jonction qui relie la racine ou la dent en tout cas à la gencive. Donc la gencive est collée à la dent par un épithélium dit jonctionnel, vraiment adhérent avec une lame basale, des desmosomes, comme vous le connaissez. Cet épithélium jonctionnel se détache donc progressivement. On est encore à un stade relativement précoce de gingivite ici. La gingivite ici a progressé, on est dans un stade tout à fait établi, et à ce stade, à cause de la destruction du collagène gingival, on a véritablement un affaiblissement mécanique de cette gencive. Le moindre choc sur la gencive va provoquer un saignement gingival. Le saignement gingival n'est jamais normal, c'est toujours le reflet d'un état inflammatoire pathologique, sauf qu'à ce stade-ci, au stade de gingivite, tout est encore parfaitement réversible. Si on a une élimination parfaite de la plaque bactérienne et du tartre, le tartre n'étant que de la plaque bactérienne calcifiée, minéralisée, donc c'est chargé en phosphate de calcium à partir et aux dépens de la salive. Si on élimine parfaitement la plaque bactérienne et le tartre, on va revenir à l'état initial sans aucun problème. La problématique, c'est bien sûr qu'on est ici dans un état d'équilibre instable, et on va donc, par poussée, avoir éventuellement une pénétration de bactéries plus agressive vers les tissus profonds, avec donc, à un moment donné, une progression de cet état inflammatoire vers le tissu osseux et une destruction progressive du tissu osseux, du tissu parodontal, de l'os parodontal qui soutient les dents. Et ainsi de suite jusqu'à la perte éventuelle de l'organe dentaire. Une petite vue horrible ici
de quelques dents où on écarte la gencive et on voit que les racines se sont recouvertes en fait de plaques bactériennes minéralisées. La couleur brune de ce tartre sous-gingival, c'est du tartre à ce stade-ci, étant provoqué par des bactéries particulières qui sont productrices de mélanine et qui vont colorer ce tartre en brun. Ce sont des bactéries anaérobies gram-négatives qui colorent ce tartre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la parodontite, donc, qui provoque ce déchaussement des dents, est une maladie purement inflammatoire en réponse à la pénétration progressive de bactéries. C'est en fait une maladie inflammatoire à déclenchement infectieux et à amplification infectieuse. Le but, si on a une vue finaliste des choses en tout cas, le but de l'organisme étant finalement d'éliminer ce corps étranger infecté que devient la racine couverte de bactéries et de tartre. Et effectivement, lorsqu'on perd la dent, le problème est immédiatement résolu. Il n'y a plus de parodontite à ce moment-là. La parodontite n'est dépendante que de la présence de la dent et de sa surface radiculaire contaminée. Bien, voici une illustration clinique d'une parodontite. Vous voyez que d'extérieur, on ne voit pas grand-chose parce que très souvent, la gencive reste, elle, au bon niveau. Il y a une destruction osseuse derrière. Bon, le contraste et la luminosité ici ne nous montrent pas tout ça, mais on voit en réalité que sur ces dents antérieures, sur ces incisives, on a environ 50% de perte du support osseux. Alors que d'extérieur, la gencive n'est peut-être pas particulièrement belle, mais on n'a pas un recul tellement important de la gencive. Ce qui fait que lorsque nous, on va utiliser des sondes parodontales, on va pouvoir pénétrer entre dans la gencive jusqu'au niveau osseux, et on va pouvoir mesurer la profondeur d'enfouissement de ces bactéries et nous donner donc une illustration, une indication de la gravité de cette maladie et du traitement à y apporter. Vous voyez qu'on a ici très peu de signes inflammatoires, et si on a aussi peu de signes inflammatoires dans ce cas-ci, ce n'est pas la norme, souvent la gencive est plus rouge et plus gonflée. Si on a aussi peu de signes inflammatoires, c'est tout simplement parce que ce patient est un patient fumeur. Et on va voir que malheureusement le tabac est un facteur de risque majeur pour la parodontite et un accélérateur important de la parodontite. Alors pour bien cibler les choses, aujourd'hui on peut dire assez simplement, on va passer sur les détails, je dirais, ancestraux. Dans l'état actuel ou à peu près actuel des choses, c'est très clair. La parodontite, le déchaussement des dents, est de très loin aujourd'hui la première cause de perte d'organes dentaires. Bien avant la carie étant en forte réduction sur les 20 à 30 dernières années, l'incidence de carie s'est fortement réduite, ce qui veut dire qu'il y a plus de dents qui restent présentes jusqu'à l'âge adulte. Or, la parodontite est une maladie de l'être humain adulte. Et donc, beaucoup plus de dents sont aujourd'hui sujettes à la parodontite parce que tout simplement, il reste plus de dents en bouche. Et clairement, aujourd'hui, la parodontite est la première cause de perte d'organes dentaires. C'est probablement même, on va le voir juste après, c'est probablement même l'infection chronique la plus fréquente chez l'être humain adulte. Toutes infections chroniques confondues. Sur le plan épidémiologique pur, il y a très peu d'enquêtes épidémiologiques en réalité disponibles. Enquête de l'OMS en Europe, vous voyez, assez ancienne. On peut dire, donc, groupe d'âge assez jeune par rapport à la parodontite. Et bien, dans cette classe d'âge 35-44 ans, on voit que 90% de ces patients ont de la gingivite quelque part en bouche. Donc, c'est quasiment la totalité de nos patients. 50% ont de la parodontite et 10% ont de la parodontite agressive. Donc, c'est une classe d'âge relativement jeune. On est en dessous de 50 ans, et c'est après 50 ans que les choses se gâtent encore. Ici, enquête en Belgique de besoins communautaires de traitement au niveau parodontal. Dans la classe 35-65 ans, on trouve en Belgique, c'est pire qu'en Europe en général, c'est 99,9% ont de la gingivite quelque part en bouche. Tout simplement parce que pratiquement personne ne passe du fil dentaire de manière parfaite et quotidienne. 40% ont de la parodontite sévère et 28% sont exempts de parodontite, mais avec quand même une nécessité de soins différents. Enquête plus ponctuelle à Liège, réalisée il y a quelques années, publiée par ma collègue Sabine Geertz en 2004, sur une population de plus de 50 ans. On a 33% des patients ont de la gingivite simple, 38% ont une parodontite modérée et 27% ont une parodontite sévère. Parodontite sévère, ça veut dire plusieurs dents prêtes à être perdues, ou en tout cas en voie d'être perdues, dans cette classe d'âge des patients d'environ 50 ans.
Bien, la problématique, au-delà de ça, bon, donc aussi la parodontite est un problème ennuyeux pour la perte de dents. Maintenant, est-ce que les dents sont tellement importantes à notre vie quotidienne? Ça, c'est à vous d'en juger. En tout cas, en perdre quelques-unes n'est en tout cas pas mortel, je dirais. Même si on dit que perdre une dent, c'est mourir en détail, quelque part. Mais les poches parodontales sont aussi un autre problème. Les poches parodontales, donc ce qu'on appelle une poche parodontale, c'est cette interface de pénétration bactérienne entre dents et gencives, ce qu'on appelle une poche parodontale. En réalité, on a un épithélium ici ulcéré. Donc c'est des ulcères. Et ces ulcères correspondent à 30 à 50 cm² dans une parodontite généralisée. Ces ulcères sont colonisés par des bactéries anaérobies gram-négatives, extrêmement pro-inflammatoires, comme vous le savez, et ces ulcères sont continuellement soumis à des forces de mastication et de déglutition, donc à des massages mécaniques permanents. Et en réalité, ça signifie quoi? Ça signifie que l'on va avoir, d'autant qu'on a une dilatation des vaisseaux sanguins juste en arrière-plan, ça veut dire qu'en réalité, la gencive malade, les poches parodontales, sont une source de composants pro-inflammatoires circulant dans la circulation sanguine générale et en permanence. Petite étude très rapidement de ma collègue Sabine Gers lors de son travail de doctorat. Qu'est-ce qu'on a fait ici? C'est très simplement une prise de sang à l'avant-bras, mastication d'un chewing-gum standardisé, deuxième prise de sang 5 minutes plus tard, il y a un petit effet Larsen là-bas. Deuxième prise de sang à l'avant-bras 5 minutes plus tard, et là-dedans on va mesurer le taux d'endotoxines, donc les toxines spécifiques des bactéries gram-négatives. Et on voit qu'il y a effectivement un passage d'endotoxines dans le sang circulant, induit par la mastication, ce passage d'endotoxines étant proportionnel à la surface de gencive malade. Donc plus on a de la gingivite et de la parodontite, plus à chaque déglutition et à chaque mastication, on envoie des bactéries gram-négatives dans sa circulation générale. Donc on a effectivement, clairement et systématiquement, une endotoxémie chronique induite par la parodontite. Or, on sait qu'une endotoxémie chronique peut être un facteur indépendant, un facteur de risque indépendant pour d'autres pathologies, et notamment des pathologies cardiovasculaires. Donc, ce que l'on sait de manière sûre au niveau de la relation prouvée entre les problèmes parodontaux, bucco-dentaires et les pathologies systémiques, c'est que lorsqu'on a une parodontite, on a donc un taux supérieur d'endotoxines circulantes, mais on a aussi un taux accru, et c'est la conséquence en réalité, de CRP, de C-réactives protéines, et de fibrinogènes, qui sont, comme vous le savez tous, bien entendu, des marqueurs de l'inflammation. Or, ces marqueurs, ces protéines plus élevées dans la circulation sont aussi des facteurs de risque indépendants pour les maladies cardiovasculaires. Et je dirais, on va faire bref, mais il y a un faisceau de présorption de plus en plus convergent pour dire qu'effectivement, une parodontite généralisée est un facteur de risque accru pour un bon nombre de pathologies cardiovasculaires, de l'infarctus aigu du myocarde aux anévrismes, et effectivement plusieurs des bactéries parodontales qui sont des bactéries avec un effet très négatif au niveau des parois vasculaires, et donc il y aurait effectivement un risque accru d'anévrisme, notamment de l'aorte, lié aux pathologies parodontales. Bien. Cette parodontite, elle est donc, on l'a vu, très fréquente, mais elle est d'intensité variable en fonction des individus. Il est peut-être bon de comprendre quels sont les facteurs d'accélération de la destruction parodontale. Alors, ils sont classés en facteurs locaux, facteurs buccaux et facteurs systémiques. Les facteurs locaux, je vais vous passer les détails, c'est plus un problème de dentiste. Dans les facteurs buccaux, généraux, enfin touchant l'ensemble de la bouche, il y a déjà l'hygiène orale. Et clairement, l'hygiène orale une mauvaise hygiène orale augmente bien entendu le risque de parodontite. Très clairement, c'est en liaison directe, bien entendu. Maintenant, certaines parodontites sont peu liées à l'hygiène orale, mais sont des parodontites plus spécifiques, plus agressives d'ailleurs, et puis qui arrivent à des patients plus jeunes, ce qu'on appelle notamment la parodontite juvénile, qui touche des patients de 13 à 18 ans, avec des destructions très sévères. Ça, ces pathologies-là sont moins liées à l'hygiène orale, mais la plupart des pathologies parodontales sont bien sûr très clairement liées à l'hygiène orale. Deuxième facteur buccal très important, buccal et systémique en réalité, c'est le tabagisme. Le tabagisme est une catastrophe pour les gencives, véritablement. Véritablement parce que ça accélère considérablement la progression de la maladie parodontale, de la parodontite, de la destruction osseuse parodontale. Il faut savoir que par exemple, après avoir fumé une cigarette, la concentration en nicotine dans le tissu conjonctif du palais va être jusqu'à 30 fois supérieure à la concentration en nicotine dans le sang circulant.
Donc on a une toxicité locale extrêmement élevée qui va induire des risques très accrus. On ne va pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, un fumeur actif de plus de 10 cigarettes par jour, ce qu'on appelle nous un gros fumeur, plus de 10 cigarettes par jour, c'est un risque accru par un facteur 14 de développer une parodontite sévère. Les anciens fumeurs qui ont arrêté depuis plus de 5 ans n'ont pas un risque nul. Donc le tabagisme est très clairement un facteur de risque très très important pour la parodontite. Malheureusement, c'est aussi un facteur de risque ou un facteur de pronostic négatif pour le traitement. Alors, premièrement, vous voyez ici une gencive typique de fumeur. J'ai ici rentré une sonde, vous n'êtes pas habitué à la chose, mais c'est une sonde de 15 mm de long. On ne voit plus sortir que 2 mm, donc on a une poche, une lésion de 13 mm de profondeur, on est pratiquement à la pointe des racines, donc cette dent est perdue. Et pourtant, il n'y a pas de signes inflammatoires. Donc chez le fumeur, il y a très peu de signes inflammatoires, on ne voit pas arriver cette maladie, le patient ne se rend pas compte qu'il a des gencives gonflées et qui saignent parce qu'il n'y a pas de saignement. Et un fumeur qui a une parodontite et qui arrête de fumer, dans les 6 à 8 semaines, va de nouveau montrer des signes de saignement gingivaux, ce qui paradoxalement le pousse parfois à refumer, mais il se dit « mes gencives vont moins bien, elles saignent maintenant que j'ai arrêté de fumer ». En réalité, c'est bon signe, c'est simplement qu'elles se défendent, mais qu'elles se défendent à nouveau, mais souvent l'effet est contraire, si vous voulez. Ce diagnostic, donc, le diagnostic est plus tardif chez le fumeur. Or, plus le diagnostic est tardif, plus bien entendu nos traitements seront voués à l'échec, en tout cas seront difficiles. La parodontite est traitable de manière très efficace, pour autant que le diagnostic soit relativement précoce. Gingivite, c'est très facile à traiter. La parodontite, à un stade précoce, on peut la guérir très facilement. À un stade plus avancé, c'est beaucoup plus complexe, et notamment sur les dents qui ont des morphologies complexes comme les molaires. On va le voir tout à l'heure. Chez le fumeur, en plus, le pronostic de traitement est très mauvais parce que les capacités de cicatrisation buccale, en tout cas chez le fumeur, sont fortement réduites, une vascularisation nettement réduite, une toxicité cellulaire importante avec une capacité de réadhésion des cellules très complexe. Je vais passer sur les détails, mais en gros, quand on nettoie une dent parfaitement chez un fumeur, l'adhésion des tissus, la réadhésion des tissus gingivaux à la dent va être très complexe par rapport à un non-fumeur. Donc on peut dire aujourd'hui que la majorité des cas qui sont réfractaires aux traitements parodontaux sont des fumeurs. Autre facteur, bien entendu, très important sont les bactéries. Alors je ne vais pas vous faire un tableau de toute la flore bactérienne buccale qui est assez complexe. Pour faire simple, il y a effectivement des groupes bactériens très importants, et ces groupes bactériens très importants sont systématiquement des bactéries anaérobies gram-négatives, donc très pro-inflammatoires, qui vont localement vraiment, et les plus pathogènes de ces bactéries, produisent en plus des toxines, des exotoxines, qui vont paralyser le système immunitaire. Et en particulier, les phagocytes, les polynucléaires neutrophiles, sont totalement inhibés. Donc la phagocytose, l'élimination bactérienne ne se produit pas. Résultat des courses, on a évidemment une activation de la production de lymphokines avec hyperdestruction osseuse. Dans les facteurs systémiques, eh bien voilà, tous les patients ne sont pas égaux. Alors je vais passer de nouveau sur les détails. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ceci? Il faut se retenir que simplement tout le monde n'est pas égal face aux bactéries, si vous voulez. Tout le monde n'est pas égal, et c'est principalement le mode de réaction inflammatoire, ce que nous appelons un certain type de phénotype hyperinflammatoire, va être en réalité le facteur majeur de destruction parodontale. Donc pour une même quantité de bactéries, un patient de nature hyperinflammatoire va produire beaucoup plus de destruction, va détruire beaucoup plus son tissu parodontal qu'un autre patient. Voilà, on n'est pas égaux devant les choses, devant la nature. Grosso modo, ce phénotype hyperinflammatoire, c'est un gros tiers de la population, 36% de la population d'Europe occidentale est de nature hyperinflammatoire. Si ce patient-là, en plus, est fumeur et n'a pas une hygiène buccale absolument parfaite, il n'a aucune chance d'échapper à des pertes d'organes dentaires avant l'âge de 40-45 ans, par déchaussement et par mobilité. Si en plus, il est dans un stress important et qu'il grince des dents, l'affaire est vite est faite, il n'y a aucune chance de s'en sortir. Bien, notre traitement de base, pour que vous le compreniez bien, on va juste parler du traitement de base, mais qui est redoutablement efficace. Plus simplement, nous, le traitement initial de la parodontite est très très efficace. C'est ce qu'on appelle le surfaçage radiculaire, ce traitement non chirurgical, qui va consister en gros à nettoyer la surface des racines. Alors on a tout un armement barbare, mais quand même très délicat et très efficace. Sous anesthésie locale, on va faire des nettoyages de la surface des racines. Le principe, c'est de nettoyer suffisamment bien la surface des racines pour que de nouveau, elle ne soit plus toxique.
et qu'on retrouve la biocompatibilité des racines pour que les gencives se réattachent à la surface des racines. Ça marche très très bien et on obtient vraiment une réattache de l'épithélium jonctionnel, on ferme les poches parodontales et on peut assurer une cicatrisation à très long terme, du moins sur toutes les racines qui ont des formes assez simples, et on a un peu plus de problèmes quand on est sur des molaires qui ont 2, 3, 4 racines à l'intérieur de l'os. Là, les morphologies étant plus complexes, on a un peu plus de mal à obtenir une bonne efficacité du surfaçage radiculaire. Mais sinon, ça marche très bien, je vais passer sur le détail. Ça, c'est le avant, vous voyez que c'est tout rouge, donc c'est forcément pas bon. Après, où on a tout guéri en une seule séance de traitement non chirurgical. Quand le diagnostic est suffisamment précoce, le traitement est redoutablement efficace. La problématique, c'est effectivement chez les fumeurs ou lorsque le diagnostic est trop tardif. Après, on peut évidemment avoir des traitements un peu plus sophistiqués qui vont suivre sur les dents qui n'ont pas bien réagi. On va avoir des traitements chirurgicaux. Vous voyez les cratères osseux qu'on a ici entre les dents, parce que les bactéries ont surtout attaqué entre les dents, alors qu'à l'extérieur, il y avait très peu de bactéries, donc l'os est intact. Entre les dents, par contre, on a des grosses destructions osseuses, puisque c'est là que s'accumule l'essentiel des dents. Donc, si, mes chers collègues, vous devez partir en trekking au Népal et devez mesurer le poids dans vos bagages, choisissez le fil dentaire plutôt que la brosse à dents. Si vous devez faire un choix, ce choix doit être de partir avec le fil dentaire. Bref, on va donc avoir des traitements évidemment plus ou moins sophistiqués. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On obtient aujourd'hui, en tout cas dans les sites localisés, on peut obtenir des régénérations parodontales très impressionnantes avec différentes techniques chirurgicales sophistiquées. Et puis de temps en temps, malheureusement, eh bien, l'échappatoire, ça va être si on n'arrive pas à retrouver la biocompatibilité de la dent, parce qu'elle reste polluée par des bactéries, on n'arrive pas à les détoxifier, eh bien, ça va être de faire de l'échange standard. Et donc, dans certains cas, on va extraire les dents et passer à autre chose, c'est-à-dire des racines dentaires artificielles, ce qu'on appelle des implants. Et en 2 mots, je pense que c'est important que chacun sache aujourd'hui ce qu'est un implant, parce que l'implant est devenu la première solution de remplacement d'une dent manquante aujourd'hui, en termes d'efficacité. Donc le taux de succès des implants aujourd'hui est très largement au-delà de 95% à 5 ans. On a donc une solution extrêmement efficace, et donc c'est la première solution de remplacement des dents manquantes. Comme la parodontite est la première cause de perte de dents, mais forcément, dans la foulée, on est très vite sur l'utilisation d'implants dentaires. Les implants dentaires sont presque systématiquement en titane, donc ce sont des racines artificielles implantées dans l'os maxillaire, qui vont servir de pilier à tous les types de reconstruction de la bouche que l'on peut imaginer. Soit pour des prothèses fixes, je vais vous montrer des exemples d'une dent isolée, soit pour des réhabilitations complexes de l'ensemble de la cavité buccale. Ce qu'on obtient avec les implants, voici la surface d'un implant ici, voilà l'os qui se trouve dans les spires ici, dans les spires de cette racine artificielle, je reviens en arrière. C'est l'os qui s'y trouve et on obtient véritablement ce que l'on appelle une ostéo-intégration, une intégration osseuse parfaite. Donc c'est vraiment une soudure, une ankylose, comme on dit, une soudure complète de l'os à la surface radiculaire, à la surface implantaire. Ces surfaces implantaires étant de nature rugueuse aujourd'hui, avec un potentiel d'ancrage très 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 important. Et on peut donc à partir de là obtenir des morphologies et des qualités de tissu qui sont bluffantes, je dirais, pour utiliser un terme un peu moderne. Ceci est une dent naturelle, ceci est un implant. Enfin, en tout cas, il y a un implant en dessous, et on a posé une couronne en porcelaine qui imite assez parfaitement la dent naturelle. Et vous voyez que la qualité de la gencive, donc du parodonte en quelque sorte autour de l'implant, on arrive à reproduire vraiment exactement la même chose que ce qu'on a sur une dent naturelle. Voilà cet implant qui est intégré dans l'os avec une stabilité à long terme qui peut être redoutablement bonne. En tout cas, une fois de plus, chez les non-fumeurs. Et donc c'est vrai que les dentistes sont souvent, et surtout les parodontologues, sont en première ligne, je dirais, pour combattre le tabagisme, parce que ça nous ennuie beaucoup. Juste un exemple clinique, je regarde le temps qui passe, un exemple clinique ici, d'un patient à qui il manque 2 dents, 2 incisives latérales. On va faire un acte très très simple, c'est l'incisie locale. Je lui ai posé ici 2 implants, avec pratiquement sans lambeaux, sans décollement de la gencive. On a fait un petit apport de gencive ici pour regonfler tout ça. Je suis désolé de la luminosité. Voilà le résultat après déjà 1 mois. On lui a mis immédiatement des dents sur ces implants, des dents provisoires. Et voilà le résultat que l'on obtient après 1 an et demi. Et vous voyez de nouveau une intégration absolument parfaite. C'est très très compliqué de faire la différence entre ces couronnes en porcelaine posées sur un implant par rapport aux dents naturelles. C'est en principe ce qu'on obtient aujourd'hui de manière très fiable. Merci beaucoup pour le livre.
Et voilà l'intégration osseuse que l'on obtient, donc une parfaite intégration osseuse, sans perte et sans inflammation de l'os, sans pénétration de bactéries. C'est ce que l'on souhaite obtenir. Maintenant, on peut aller plus loin avec ça et faire des réhabilitations complètes de toute une mâchoire. Je vais vous en montrer l'un ou l'autre exemple. Mais d'abord et avant tout, on est à 95% de taux de succès ou au-dessus de 95% de taux de succès. Et donc, c'est le premier choix de remplacement de toute dent manquante aujourd'hui. On a différents types de sujets sur lesquels on essaie de progresser encore dans ce domaine des implants. On essaie de faire des mises en fonction très rapides, donc des dents immédiatement placées sur les implants chaque fois que c'est possible. On essaie de faire des chirurgies les moins invasives possibles aujourd'hui. Voilà ici une pose de 8 implants à la mâchoire supérieure. Je suis en fin de chirurgie et on ne voit pas grand-chose. Donc on est avec une chirurgie sans lambeaux qui va nous permettre une cicatrisation évidemment remarquable, sans suite opératoire du tout. Ça, heureusement, l'imagerie médicale nous aide beaucoup aujourd'hui pour faire des planifications en ordinateur de la pose d'implants, nous construire des guides chirurgicaux qui vont nous permettre de poser les implants précisément aux bons endroits, sans lambeaux, sans décollement et sans exposition des structures osseuses, ce qui réduit évidemment, bien entendu, les suites opératoires pour le patient de manière considérable. On va aussi progresser beaucoup aujourd'hui dans la reconstruction osseuse pré-pose d'implant, parce que dans beaucoup de cas, eh bien, malheureusement, il nous manque de l'os. Et en particulier, au niveau de maxillaire supérieur, dans les zones arrière, on a très souvent les sinus qui occupent l'espace. Et dans la zone des sinus, on a une technique aujourd'hui très efficace de régénération d'os. On ne fait pas des greffes, on fait des régénérations d'os sous-sinusales qui vont nous permettre de placer, comme vous le voyez ici, on a des reconstructions osseuses qui sont là, on a placé des implants et on va obtenir des résultats redoutables avec des taux de succès à 3 ans après mise en fonction de nos implants, publication de France Lambert et de mon équipe récente, à des taux de 98% de taux de succès 3 ans après placement des bridges, donc redoutablement efficace. Je voudrais terminer sur une note un peu moins positive, qui préoccupe énormément le monde dentaire, et c'est pour ça que je suis obligé de vous en parler un petit peu aujourd'hui, ce sont les biphosphonates. Les biphosphonates nous embêtent pas mal. Bon, vous connaissez les biphosphonates probablement mieux que moi pour la plupart. Les biphosphonates inhibent les ostéoclastes, inhibent donc le remodelage osseux, et on a un gros souci en bouche, puisqu'on a des corps étrangers qui sont les dents, qui traversent la muqueuse, qui peuvent avoir des infections osseuses. Quand on extrait une dent, on a absolument besoin d'un remodelage osseux pour cicatriser cette plaie. Et donc on a à la fois une communication, donc quand on extrait une dent, on a une communication avec le milieu externe, on a besoin d'un remodelage osseux, et ce remodelage osseux peut être très inhibé par les biphosphonates. Alors, la puissance des biphosphonates évolue tout le temps. On utilise des biphosphonates de plus en plus puissants aujourd'hui. On a, même pour la prévention de l'ostéoporose, puisqu'on a bien entendu 2 grandes indications. Ce sont d'abord les manifestations ostéolytiques de certains cancers pour lesquels les biphosphonates sont prescrits, mais on a aussi, et principalement aujourd'hui, l'ostéoporose. Alors, je ne vais absolument pas remettre en cause le bien fondé de santé publique des biphosphonates dans l'ostéoporose, bien entendu. La problématique pour nous, c'est qu'un patient ostéoporotique va vieillir, peut avoir d'autres pathologies, et lorsqu'il est sous biphosphonate depuis 10 ans, parce qu'on n'a pas interrompu ce biphosphonate puisque ça a très peu d'effets secondaires, eh bien on va voir qu'on peut avoir quelques soucis chez nous en dentisterie par après, et des soucis qui sont majeurs pour nos patients. Donc la prescription pour l'ostéoporose est très très importante, et aujourd'hui même pour l'ostéoporose, on va avoir des injections intramusculaires qui ont un effet très puissant sur le métabolisme osseux. Qu'est-ce qui se passe avec les biphosphonates? Il se passe que malheureusement nous avons ce qu'on appelle des nécroses osseuses, des nécroses maxillaires. Donc les biphosphonate-related osteonecrosis of the jaw, les bronches, comme on les appelle aujourd'hui, c'est un peu barbare comme nom. Mais c'est quoi? Ben voilà, ici vous avez une grande zone d'os exposée à la cavité buccale. Cet os est totalement nécrotique et on a une nécrose qui s'étend profondément dans la mandibule. En voici un autre exemple. Os complètement exposé, nécrose importante de l'os. Le diagnostic, c'est effectivement une exposition qui ne se guérit pas dans les 8 semaines, qui est liée à la prise de biphosphonates. Les conséquences peuvent être absolument dramatiques pour nos patients, parce que quand vous avez ça, d'une part, ça induit des douleurs très importantes. Deuxièmement, on n'arrive pas à les arrêter. Troisièmement, vous imaginez la vie sociale et psycho-affective de ces patients-là, je peux vous promettre que ceci ne sent pas bon. On a une prolifération bactérienne épouvantable là-dedans, et nous n'avons guère de moyens d'arrêter ces nécroses. Les petites nécroses débutantes, on fait des interventions de mise à plat et on essaie de refermer les plaies. Une fois qu'on est à ce stade-là, c'est impossible à arrêter. Et donc voici un exemple de scanner qui nous montre les importantes destructions. Tout ce site en fait est de l'os mort.
Et là, on a une fracture complète de la mandibule avec perte de substance. Des fractures de mandibule, on en a dans mon service plusieurs par mois, liées à ces biphosphonates. Avec des vies pour les patients qui sont épouvantables. Si voilà des nécroses ici, vous injectez un petit peu de désinfectant ici, ça ressort par là. L'os est totalement mort et recouvert plus ou moins bien par de la gencive qui essaye de s'accrocher à quelque chose. Mais on a des mâchoires totalement mortes dans certains cas. Pas seulement dans les cancers, dans les manifestations ostéolytiques de cancer, mais également aujourd'hui dans des cas d'ostéoporose. Ceci, donc, nous, les facteurs de risque principaux, évidemment l'extraction dentaire, la communication avec le milieu buccal qui est septique est déjà un risque en soi, mais en réalité, très souvent, l'ostéonécrose a débuté avant. C'est la cause de l'extraction dentaire qui a initié la nécrose, c'est-à-dire l'infection, qu'elle soit parodontale, la parodontite que je viens d'expliquer, ou des infections de type infection à la pointe des racines, des abcès ou des foyers d'inflammation, des foyers d'ostéite à la pointe des racines, ont déjà induit une nécrose osseuse, et lorsqu'on extrait la dent, on met cette nécrose osseuse en communication avec la cavité buccale, et on rentre dans la mise en place de ça. Enfin, dans l'illustration clinique et dans la mise en évidence de la problématique. Alors je termine sur ceci. Ceci est une radiographie panoramique qui m'était envoyée par un confrère anversois il y a 48 heures. Il me dit, voilà, j'ai ma patiente ici, on vient de lui faire une première injection intramusculaire il y a 3 mois de biphosphonate, une variété très puissante de biphosphonate pour ostéoporose. Et dans ce cas-ci, même pour prévention d'ostéoporose. Il n'y a pas d'ostéoporose avérée. Il me dit, je fais quoi? Parce que tous les dentistes ont peur, bien entendu. Parce que chaque fois, c'est la faute du dentiste quand il extrait une dent qu'il y a une nécrose qui apparaît. Vous n'auriez pas dû extraire. C'est bien bonne, mais quand on extrait une dent, ce n'est pas pour le plaisir. C'est parce qu'il y a une raison, évidemment. Cette patiente-ci a une parodontite extrêmement sévère de toutes ses zones molaires. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 dents à extraire. Mais elle est déjà sous biphosphonate. Que doit faire le dentiste à ce moment-là? Il doit pleurer avec son patient, peut-être un peu. Il doit téléphoner au prescripteur de ce biphosphonate en lui disant, écoutez, la prochaine fois, au moins, faites une mise au point bucco-dentaire avant de démarrer les biphosphonates, évidemment. C'est tout ce qu'on demande, nous. C'est qu'il y ait une mise au point de l'état bucco-dentaire avant la prescription de biphosphonate. Une patiente de 60 ans en bonne santé qui est sous biphosphonate pour ostéoporose, en principe, ne va pas faire de nécrose après une extraction dentaire. Mais cette patiente de 60 ans va vieillir. On l'aura toujours à 80 ans, 82 ans. À 82 ans, son état général va être beaucoup moins bon. Et elle a bien le droit aussi de faire un cancer, cette patiente qui est ostéoporotique sous biphosphonate. Et le jour où elle fait un cancer du sein et qu'elle est sous chimiothérapie, je vous promets que là, quand on aura extrait une dent, elle est en nécrose. Garantie. C'est une certitude. Donc ce qu'on nous demande, nous, c'est simplement des mises au point de ces patients avant, sur le plan bucco-dentaire, donc mise au point bucco-dentaire préalable à la prescription de biphosphonate. Et si possible aussi, limiter la durée de prescription de biphosphonate. D'après tout ce que nous, petits dentistes, savons, il n'y a pas forcément de nécessité de prescrire des biphosphonates en continu pendant 5, 8, 10, 12 ans, comme on en voit tout le temps. En réalité, les biphosphonates sont tellement fixés à l'os qu'on peut arrêter au bout de 2 ans et puis faire des fenêtres de represcription ponctuelle. Et nous, c'est tout ce qu'on demande, c'est mise au point préalable et limiter la durée de prescription des biphosphonates. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Bon, merci pour votre bel exposé, votre souci de brièveté, votre exposé ouvert aux questions et remarques. Merci beaucoup pour votre bel exposé. J'avais 2 questions. En fait, la première, vous n'avez pas parlé des aliments. Donc, est-ce que le sucre tellement préoccupant pour la santé, et en particulier pour la santé dentaire, induit des problèmes significatifs? Oui. La facteur de risque pour la gencive et la parodontologie. Et la deuxième question, tout à fait différente, vous avez parlé de l'inflammation chronique. Est-ce qu'il existe une différence entre les hommes et les femmes en matière de fréquence d'atteinte? Bien, bonne question. Je vais peut-être commencer par la deuxième.